Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Nous parlons de gestion thématique ce soir avec les équipes de Galilée Asset Management et son président à mes côtés, Ronnie Michali. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Grégoire. Le thème qu'on explore avec vous ce mois-ci, c'est celui de l'exploration spatiale, donc qui fait partie de ces grandes thématiques de marché, 25 au total, que vous avez identifiées avec votre modèle de recherche propriétaire, le codex des thématiques. Et cette tendance de l'exploration spatiale, déjà il faut le dire, c'est une tendance qui est quand même apparue assez récemment dans les marchés, en tout cas avec toute la hype que les marchés savent mettre sur un thème quand il leur plaît. Absolument, on peut se demander finalement pourquoi cette hype soudaine. La conquête spatiale, ça a commencé après la Deuxième Guerre mondiale. Apollo, c'est 1969. Finalement, pourquoi est-ce que soudainement... Pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? Voilà, en bourse, il y a vraiment un engouement pour cette thématique. Et en fait, la raison principale, il y en a plusieurs, mais la raison vraiment principale, c'est la baisse du coût du lancement des satellites. Ça, c'est vraiment ce qui a catalysé, démocratisé l'exploration spatiale récemment. Et on va le voir, il y a énormément de possibilités d'utiliser l'espace dans la vie quotidienne. Ça devient un vrai marché. Tout à fait. Ça devient un vrai marché avec une profondeur de marché en attendant l'introduction en bourse de SpaceX. Mais il y a déjà matière à effectivement pouvoir investir sur ce thème-là aujourd'hui plus facilement. Qu'est-ce qui fait que c'est vraiment du coup une méga tendance Alors effectivement, c'est issu, c'est porté par plusieurs méga tendances. Donc la thématique exploration spatiale, elle est portée par plusieurs méga tendances. Quand c'est porté déjà par une méga tendance, c'est bien. Mais là, il y en a 3. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui la rend vraiment structurelle. Donc il y a la révolution digitale et robotique, bien sûr. On connaissait tous la géolocalisation par satellite. On a aussi les services de communication. Je pense à AST Space Mobile, qui est en train de créer un réseau télécom depuis l'espace. On a la transmission de données sécurisées, données bancaires, données militaires. On en parle beaucoup récemment. Donc ça, c'est vraiment la première méga tendance qui va porter la thématique. Deuxième, c'est la transition énergétique. On utilise les satellites pour l'étude de la météo, pour l'étude du climat aussi. Et ça va évidemment être de plus en plus le cas. Et enfin, on a la mutation des modes de consommation, avec tout ce qui est, par exemple, sécurité à domicile, qui peut passer aussi par l'utilisation des satellites, tout simplement. La localisation d'objets, les AirTags. Alors, le AirTag en tant que tel n'utilise pas le satellite, c'est le Bluetooth. Il est relié à un réseau de téléphone, en l'occurrence l'iPhone, qui, lui, va utiliser le satellite pour localiser l'objet. Donc ça, c'est vraiment la mutation des modes de consommation. On veut pouvoir localiser ses clés, pas les perdre, etc. Il y a une vraie dimension consumer aussi derrière l'espace. Absolument. Donc ça en fait une véritable thématique structurelle. Structurelle, on vient d'en parler. International, je reviens pas sur la guerre des étoiles, le statut de puissance, que confère l'exploration spatiale, alors la présence dans l'espace, mais de manière générale, actuellement, c'est clair qu'avec l'US Space Force qui a été créé en 2019, déjà par Donald Trump, qui fournit des renseignements, le guidage des missiles par exemple, et des drones, le brouillage GPS aussi, qui a été très utile pendant la guerre, l'envoi de faux signaux aussi, ce qu'on appelle le spoofing, ça peut être vraiment quelque chose qui confère un statut de puissance. Et donc, bien évidemment, c'est courtisé par les plus grandes puissances et ça lui donne vraiment une dimension internationale. Donc, les boîtes peuvent être concentrées dans certains pays, bien sûr, mais la problématique, elle est mondiale. L'espace est même utilisé par tout le monde. Et enfin, transversal. Alors, bien sûr, il y a plusieurs secteurs dans cette thématique. Il y a l'industrie, avec les satellites, bien sûr. Il y a la défense, avec les Thales, les Airbus, Leonardo. Il y a la techno, avec le cloud et la cybersécurité. Il y a la santé aussi, avec le développement, par exemple, des médicaments en microgravité. On n'a pas le temps de tout développer, mais c'est vraiment quelque chose qui est multisectoriel. Bon, et quand on vise les étoiles, en l'occurrence, forcément, c'est un peu cher. Enfin, c'est une thématique, là, quand on regarde quantitativement, avec les données, là aussi, qui vous permettent de mettre un prix sur les thématiques, c'est pas illogique de voir que cette thématique est un peu plus chère que le reste du marché. Alors chez Galilée, Grégoire, on dit toujours on peut avoir la tête dans les étoiles, mais il faut garder les pieds sur terre. C'est ça. Voilà.
Donc, n'oubliez pas les pieds sur terre. Absolument. Donc, en termes de performance, on est sur la meilleure thématique en 2024. Ah, 24. Hein. 24, ouais. plus 42%. La meilleure thématique en 2025, d'accord, plus 58%. Et la deuxième meilleure depuis le début de l'année, avec plus 21%. Donc ça, c'est vraiment une thématique qui a pris son essor en termes de performance. Du coup, elle est devenue quand même de plus en plus chère. Si vous regardez le graphique qui apparaît, effectivement, ça se payait à peu près le marché. En septembre encore 2023, puis en 2024, on est monté un peu plus haut. Et maintenant, effectivement, la cherté de la thématique a pas vraiment baissé avec le conflit en Iran, alors que celle de l'indice a pris un petit coup. Et donc, effectivement, on se retrouve presque à 27, alors que l'indice MSCI World est, lui, à 23 fois les bénéfices. Donc, quand même, ça se paye de plus en plus cher. Avant, on était en ligne avec le marché. Vrai. Maintenant, effectivement, les performances exceptionnelles font que ça se paye plus cher. Point fort et point faible de la thématique, comment est-ce qu'on peut recenser effectivement et cataloguer les points d'un côté et de l'autre, Ronnie ? Alors, les points forts, j'ai évoqué en introduction, mais la chute extraordinaire du prix du lancement du satellite. En 2000, pour envoyer 1 kilo de satellite dans l'espace, c'était environ $18 000. Maintenant, c'est à peu près $2500. Incroyable ce chiffre. Donc, on a des lanceurs réutilisables maintenant, notamment ceux de SpaceX. On connaît bien le Falcon. Vous savez combien de fois il a été réutilisé, le Falcon, l'un des Falcons? 33 fois. 33 fois. Ouais. En général, c'est une dizaine de fois, mais le record, c'est 33 fois. Ça valait bien quelques échecs au démarrage. Absolument. On peut utiliser 30 fois derrière. Donc, quand on sait qu'un satellite d'observation, c'est 2 tonnes, finalement, 2500 € le kilo, c'est assez abordable. En 2019, avant le lancement de Starlink, on avait 2300 satellites, on en a 15 000 aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un point fort. Il y a les partenariats publics-privés aussi en point fort, le partenariat entre NASA et SpaceX, le partenariat entre NASA et Boeing, par exemple, aussi. Les deux sont pour emmener des astronautes vers l'ISS. Et puis, il y a l'implication des milliardaires, par exemple Jeff Bezos avec Blue Origin, qui vise finalement à réduire le coût d'accès à l'espace. Les points faibles, c'est la dépendance vis-à-vis de la politique, et même parfois de la géopolitique. Il y a eu des anicroches avec la Station spatiale internationale, quand il y a eu la guerre en Ukraine, par exemple, où la politique, effectivement, les gouvernements n'ont pas toujours la même vision. Donc ça peut être un point qui va faire baisser les boîtes en bourse. La question de la privatisation de l'espace aussi, qui peut se poser. Ça ouvre un champ effectivement juridique qui est vertigineux d'une certaine manière. Tout à fait. Alors, tout ce qui est juridique, ça peut être propice aux actions et ça peut être aussi un détracteur de performance. Donc on était dans l'utilisation de l'espace finalement au service des hommes, dans un but scientifique. Maintenant, se pose la question quand même de l'utilisation commerciale. Donc ça, c'est une question qui est importante. Et puis la question des conflits d'intérêts quand même. Quand on voit par exemple Elon Musk qui critique carrément des lanceurs de la NASA en disant que ils sont pas réutilisables, effectivement, ça peut poser des questions en bourse sur est-ce que les autorisations vont être données, pas données, etc. Ça peut être un détracteur de performance aussi. Et puis un risque de réputation quand même à un moment où le changement climatique est devenu une donnée importante aussi. Absolument, oui. Alors ça, je pouvais le mettre effectivement dans les points positifs, mais aussi dans les points négatifs. Parce que l'étude finalement de la météorologie, du climat, des catastrophes naturelles, effectivement, ça peut aider. Mais bien sûr, on parlait d'Elon Musk, il a également critiqué par exemple la politique, les normes environnementales de la FAA pour ces lanceurs d'engins. Donc effectivement, c'est quelque chose qui peut être à la fois positif mais aussi négatif. Attention à ça dans les performances des actions aussi. Est-ce que le gisement, l'offre de fonds sur lesquels on peut investir a suivi ce mouvement et cette accélération de la thématique là? Qu'est-ce qui retient votre attention dans cet univers? Alors oui, le gisement il est pas forcément énorme. On a
quelques ETF, notamment le Vanex Space Innovators. Alors lui, il faut avoir la ceinture bien accrochée. Les performances sont vraiment exceptionnelles, mais alors attention à la volatilité. Je vous invite à regarder. Bon, c'est vraiment très très punchy pour ceux qui aiment prendre du risque, les riscophiles, on va dire. On a le Échiquier Space aussi, qui est financière de l'Échiquier, société française. 500 millions d'actifs sous gestion pour celui-là, 35 lignes, avec les purs players de l'espace et pas forcément le biais défense qu'on peut avoir dans certains autres. Je comprends, oui. Parce que souvent les deux industries vont un peu ensemble. Tout à fait. Une forme d'hybridation, les activités spatiales, les activités de défense. Alors la défense en fait partie, mais effectivement, ils évitent les boîtes de la défense classique. Ils essaient d'avoir la pureté maximale. Absolument. Et puisqu'on parle de pureté, nous, chez Galilée, on a créé l'indice. Créez vos indices aussi. C'est ça, on a créé en partenariat avec Solactive un indice qui va chercher finalement les sociétés les plus traitées, les plus détenues dans tous les fonds, tous les ETF dans le monde, et qui va finalement aller représenter la thématique le plus fidèlement possible. Et sur cet indice, on va pouvoir créer des produits structurés, on va pouvoir avoir des trackers, etc. Je comprends, Donc c'est vraiment, si la thématique vous intéresse de manière générale et aussi sans avoir le biais d'un gérant, et à ce moment-là, l'indice peut être une façon d'investir. Et la continuité du développement que vous menez chez Galilée Asset Management, le codex, le prix des thématiques, et aujourd'hui, vous fournissez des indices thématiques. Absolument, voilà. Bouclé industriel et bouclé. Merci beaucoup, Ronnie. Ronnie Michalil, le président de Galilée Asset Management, qui vient nous voir chaque mois pour décrypter une grande thématique d'investissement. Nous parlions ce mois-ci de l'exploration spatiale.